Objets connectés, big data, données personnelles, un vocabulaire de plus en plus familier dans ce monde numérique. On va évoquer les dimensions juridiques de cet univers qui ne cesse de se développer. En compagnie de Sylvain Staub, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Sylvain, vous êtes donc le fondateur de Staub & Associés, un cabinet d'avocats spécialisé sur cet univers. Vous le qualifiez d'immatériel, hein, c'est ça votre niche? Oui, c'est un peu l'univers de l'immatériel, c'est-à-dire que ça regroupe les technologies de la communication, les médias, l'informatique, les technologies, la recherche et le développement, donc les brevets, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, les marques. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qui finalement, qu'on peut essayer de regrouper sous le terme de immatériel. Il y a sûrement d'autres textes, d'autres approches, mais voilà, l'immatériel synthétise un peu ce qu'on fait tous les jours. C'est votre métier. On va en parler donc en détail avec cet univers des objets connectés qui ne cesse de se répandre. 30 milliards, je crois, d'objets seront connectés d'ici 2020 selon les projections, donc avec des problématiques bien sûr juridiques. On commence par la définition juridique d'un objet connecté ou même technique. Quelle est-elle pour vous? Un objet connecté, c'est un objet qui a une identité numérique propre, qui est connecté à un réseau, qui dispose de capteurs et qui permettent de transmettre des informations sur son environnement. Les fameuses data. Hein. Les fameuses data, exactement. L'intérêt de cet objet, c'est d'envoyer des data. Beaucoup de data, et d'analyser ces data, de les traiter. Mais ce que vous dites, c'est que tout n'est pas une data, une donnée sensible en fait. Et c'est là où l'avocat intervient, c'est-à-dire qu'on est noyé sous ces big data, cette masse de données, mais tout n'est pas forcément à traiter de la même façon. Oui, enfin tout est de la data, tout rentre dans le big data. Non, la vraie différence, c'est de savoir si ces données sont des données personnelles ou non. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça le concept clé, la donnée personnelle. Ce qui est important d'un point de vue économique, c'est la data, c'est le volume de data, ça c'est certain. Et on parle de big data, et c'est le nouvel Eldorado, et c'est vrai. Pour l'avocat, pour l'entreprise qui met en place ces dispositifs, ces objets, ces traitements, la question qui doit se poser, c'est où se trouvent les données personnelles, quelles sont les données personnelles, et donc quel traitement particulier je dois appliquer à ces données, parce qu'elles sont personnelles. C'est quoi la limite, la frontière entre une donnée et une donnée personnelle? La donnée devient personnelle et donc protégée, on va le voir tout à l'heure, dès lors qu'elle permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Voilà. Le critère, c'est ça, je crois. Donc c'est la sortie de l'anonymat qui fait que... Exactement, c'est la sortie de l'anonymat, directement ou indirectement. Directement, c'est le nom, le prénom, c'est extrêmement simple. Indirectement, c'est tout un tas d'éléments qui permettent par recoupement d'identifier que finalement, il s'agit bien de vous, Thomas, même si on n'a pas à prononcer votre prénom, votre nom, même votre numéro de téléphone, on finit par savoir que c'est vous. Et vous comprenez bien avec le nombre d'objets connectés, d'applications, de réseaux sociaux et le recoupement de toutes ces informations, que assez rapidement, des données qui permettent d'identifier indirectement quelqu'un permettent en réalité de l'identifier de manière extrêmement claire. Donc si on peut identifier directement ou indirectement une personne physique, il ne s'agit pas des personnes morales, alors c'est une donnée personnelle, au sens de la loi de 78. C'est une loi de 78, c'est ça qui est fou en fait. On est avec des objets connectés qui arrivent depuis assez peu de temps, mais régi par le droit de 78 hein. Oui, mais en réalité, c'est tout à fait d'actualité. Et la loi a toute son application. Le champ d'application est extrêmement large. Et on parle de la loi de 78 parce que c'est d'abord une loi que les gens connaissent. En plus, c'est le socle fondateur. Et la vie privée existait déjà à l'époque. Hein. La vie privée existait à l'époque, évidemment. Ça remonte à l'article... encore bien avant le Code civil, mais en tout cas, c'est encadré dans le Code civil à l'article 9. La loi de 78, elle a évolué. D'abord, elle a été transposée en Union européenne en 1995 avec une directive. Aujourd'hui, on parle du règlement européen qui est en cours de finalisation. Donc se dire, de toute façon, c'est modifié en permanence. Les textes sont modifiés en permanence. Donc se dire, je suis une start-up, comme je cours à la pointe de la technologie, le droit à un métro de retard, c'est pas suffisant. Il faut quand même se border juridiquement. Ah oui, c'est très important. Venir dire aujourd'hui, quand on rentre dans l'écosystème des objets connectés, du big data, du cloud, et plus généralement du web, venir dire je peux m'affranchir du cadre réglementaire des données personnelles, c'est absolument un suicide. Alors justement, quelles sont les obligations pour une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, dans ce domaine? Alors, bizarrement, vous allez sûrement réagir là-dessus, ce sont
presque les mêmes obligations que depuis 1978 en réalité. Simplement, il faut adapter ces obligations. Donc ça commence au niveau des formalités, les formalités auprès de la CNIL, la fameuse CNIL qui a de plus en plus de pouvoir, de personnel, de pouvoir de sanctions, avec une réalité dans les sanctions. Donc les formalités préalables, la transparence et la communication des informations auprès de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on voit fleurir par exemple des mises en garde quand on va sur un site, attention, nous utilisons des cookies. Alors, voilà, ça c'est une des qui pollue la navigation. Ouais, c'est une des applications, des conséquences de cette logique de protection des données personnelles. Mais plus généralement, l'obligation, elle pèse sur l'éditeur d'objets connectés, elle pèse sur ses sous-traitants, sur les hébergeurs, dans toute la chaîne en réalité de production. Je disais en amont, très en amont au niveau des formalités préalables, surtout s'il s'agit de données sensibles, on n'a pas encore parlé, mais dès lors qu'on touche par exemple au médical, à l'intime, on est dans de la donnée plus particulièrement sensible, données personnelles plus particulièrement sensibles. Donc les formalités préalables, l'information qui doit être donnée, la transparence, le fait que l'individu donne son autorisation de manière claire, explicite, libre. Et puis après, encore des obligations dans l'hébergement de la donnée, la sécurisation de la donnée, le transfert, le flux de la donnée, surtout si ça part à l'étranger. Donc en fait, du début à la fin de la chaîne, de ce modèle économique, la question des données personnelles et plus généralement de la vie privée est absolument essentielle. Est-ce que pour autant il y a un risque pour une entreprise qui ne respecterait pas ce que vous venez d'évoquer? Oui, il y a un risque. Il y a un risque, à mon avis, à 4 niveaux. D'abord, il y a un risque pénal. Il y a des sanctions. On peut aller en prison parce qu'on n'a pas on peut aller en prison. À la CNIL. Ce sont des règles. Le code pénal prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende, 1,5 million si c'est une entreprise. Il y a déjà eu des condamnations de ce type Non, pas de ce type-là. On est toujours, comme dans toutes les dispositions pénales, dans des maximums. Il y a aussi les sanctions administratives qui sont prises par la CNIL. La CNIL a de plus en plus de pouvoir de contrôle de sanctions. Et là, pour le coup, il y a des sanctions qui ont été prises, c'est 150 000 € et 300 000 en cas de récidive. À côté de ça, il y a aussi la sanction économique, parce qu'une base de données qui aurait été mal collectée perdrait de sa valeur immédiatement et donc ferait perdre la valeur de manière corrélative à l'entreprise. Puis enfin, il y a le préjudice d'image, parce qu'on est dans une logique de B2C ou de B2B2C, mais à la fin, c'est le consommateur, et c'est lui qui juge en réalité. Je crois qu'aujourd'hui, il est vain de penser qu'on peut s'affranchir de ces problématiques de données personnelles, parce qu'à un moment donné, l'utilisateur, quand bien même il a donné toutes ces informations personnelles sur les réseaux sociaux et sur différentes applications, il a quand même envie de savoir que l'application et l'objet connecté qui est derrière, à qui il a fait confiance, en retour, a pris les dispositions nécessaires pour protéger ses données personnelles. Et ça concerne toutes les entreprises finalement. Toutes les entreprises, parce qu'elles sont toutes connectées soit par leur site internet, soit par les objets qu'elles vont vendre. Alors par exemple, le cabinet est membre fondateur du Carrefour de l'Internet des objets depuis le début de l'année 2015. Et donc ça nous permet par exemple à travers ce formidable carrefour où se rencontrent énormément d'acteurs, de voir que toutes les entreprises sont concernées, de la toute petite société de R&D jusqu'à la très très grosse société, les opérateurs, et pas que français bien sûr, donc jusqu'aux plus gros opérateurs sont impliqués dans l'économie des objets connectés. Donc à tous les niveaux, quelle que soit la taille de l'entreprise, dès lors qu'on envisage de traiter des données avec des objets connectés pour les envoyer dans le big data, on est évidemment concerné par ces questions-là. Sylvain Staub, fondateur du cabinet Staub et Associés. Merci Sylvain de nous avoir rendu visite et de nous avoir éclairé de vos lumières sur cet univers des big data et des objets connectés. À bientôt.